Je patiente un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle David Pouillou, j'anime cette journée. Bienvenue à Nantes, bienvenue à la Cité internationale des congrès et surtout bienvenue aux journées scientifiques de l'Université de Nantes. Donc, je vais vous présenter notre premier conférencier de la journée. Il s'agit de Vincent Courtillot. Alors, j'ai pris une fiche parce que pour le présenter, c'est un petit peu difficile, tant cet homme a un parcours assez exceptionnel. Donc, il est géologue et géophysicien. Il est directeur de l'Institut de physique du globe. Il a enseigné à l'université de Stanford aux États-Unis. Il est membre de l'Académie des sciences. C'est un spécialiste de géomagnétisme. C'est un spécialiste des phénomènes de volcanisme géant. C'est aussi évidemment un spécialiste de changement climatique. Sa conférence aura pour thème le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique est-il réel? Le réchauffement climatique est-il exceptionnel? Et avons-nous des pistes d'interprétation de ce réchauffement? Vincent, je vous propose d'aller au pupitre et je vous propose également de l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup David. Je demanderai si je peux avoir la projection des diapositives sur les écrans parce que je vais commencer avec elles très vite. Mais pendant qu'elles arrivent, je voudrais d'abord tenir de brefs propos liminaires. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord remercier le président Lecointe et son équipe de m'avoir invité à ces journées. Je suis un grand admirateur et depuis longtemps de l'Université de Nantes et de ce qui s'y fait et très content de voir ces remarquables journées que vous avez organisées pour lesquelles je voudrais vraiment vous féliciter chaleureusement. Bon, évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour le vice-président Jacques Girardot qui est un ami et un collègue, j'allais dire hélas, de plus d'un quart de siècle, car il y a un peu plus d'un quart de siècle, nous étions moins vieux de 25 ans, tous les deux, au sommet du Tibet, en train d'essayer de comprendre comment était venu le Tibet à l'issue du choc entre l'Inde et l'Asie, pourquoi l'Himalaya s'était formé comme ça. Et c'est comme ça que nous avons commencé tous les deux une partie de notre carrière, ce qui justifie ce que vous disiez, David Pouillou. Je suis en effet géologue et géophysicien. Si je peux me permettre extrêmement respectueusement de faire un seul commentaire négatif par rapport à ce qu'a dit David Pouillou, c'est qu'il m'a très gentiment présenté comme spécialiste du réchauffement climatique et je suis justement tout sauf un spécialiste du réchauffement climatique et justement de ne pas être spécialiste me vaut assez d'ennui et m'a conduit néanmoins, et j'espère vous montrer un peu comment, à m'attaquer à ce problème justement dont je n'étais pas spécialiste. Et parmi les sujets qu'on pourra débattre ensemble après les conférences, eh bien, il y aurait qu'est-ce que c'est que le parcours d'un scientifique, comment est-ce qu'on tombe sur un sujet de recherche, comment est-ce qu'on fait de la recherche pluridisciplinaire, comment est-ce que quelqu'un d'une discipline donnée peut apporter quelque chose à une autre discipline, ce qui évidemment ne veut pas dire qu'il est meilleur, mais qu'avoir un œil frais, quelquefois, ça aide. Je voudrais aussi dire un mot, Jean-Marc Ayrault était là pour l'inauguration de cette séance, il a dû partir à cause de son emploi du temps, mais je voulais dire un mot également à l'égard de la ville et de son action. Je préside le conseil scientifique de la ville de Paris, aux côtés qu'a créé Bertrand Delanoë depuis 7 ans. La ville de Nantes a la même démarche par rapport à la science. Delanoë et Ayrault en ont souvent parlé et ça nous vaut beaucoup d'interactions entre nos conseils scientifiques, beaucoup de personnalités. Je pense particulièrement au professeur Alain Supiot qui a créé un remarquable IEA dont parlait Jean-Marc Ayrault tout à l'heure. Ce que nous partageons là, et moi comme scientifique engagé dans la vie de la cité, c'est la conviction que la cité a besoin de ses universités et qu'elle doit les soutenir, et je crois que et Paris et Nantes le font bien. Moyennant quoi, j'entre dans mon sujet, j'ai pris un titre plus littéraire, non pas le réchauffement climatique, mais sur le réchauffement climatique. Je vais vous tenir des propos limités par le temps et par mes compétences. Bien évidemment, je suis incapable de balayer tous les aspects de ce sujet gigantesque. J'ai organisé mon exposé en 3 parties, une qui s'appelle Observation 1, une qui s'appelle Observation 2 et une qui doit s'appeler quelque chose comme Premier aperçu sur les causes. Je vais beaucoup insister, et c'est très volontairement, et c'est peut-être un peu différent d'autres exposés faits par des spécialistes du même sujet, sur les observations, sur les données, car un de mes messages finaux sera de craindre que la richesse des données, leur complexité et les incertitudes dans l'interprétation de ces données n'aient pas été suffisamment développées et qu'au contraire, on ait passé beaucoup d'énergie à construire de magnifiques modèles numériques sur informatique, sur ordinateur, massivement parallèles, et à passer beaucoup de temps sur ces modèles, mais ils ne peuvent pas plus que les données qu'on y intègre. Et je ne suis pas sûr que ces données soient au niveau
des modèles. Je vous le montrerai. Observation 1, observation 2, pourquoi? Observation 1, je vais surtout vous parler des observations des autres, et faites déjà pour certaines depuis longtemps, telles que j'ai l'impression qu'on peut les interpréter ou les réinterpréter. Dans une seconde partie brève, observation 2, je vous montrerai comment nous avons mis le nez là-dedans et pourquoi le géophysicien que je suis s'est trouvé à traiter ces données. Vous verrez de façon assez naturelle ce que nous pensons avoir apporté. Beaucoup de ces choses sont nouvelles, une bonne partie n'est pas encore publiée. Donc là, vous êtes dans la science qui se fait, ce qui veut dire bien évidemment une science qui peut très bien être fausse. Et enfin, nous parlerons un peu des moteurs du changement climatique. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai surtout de données existantes. Le principal centre qui fournit à tous les scientifiques du monde des données sur la température globale de l'atmosphère, c'est un centre britannique qui s'appelle le Hadley Research Center. Quand vous voyez les lettres HAD dans des modèles, ça veut dire que ça vient de ce laboratoire, qui a déterminé à partir de millions de données l'évolution de la température moyenne de la basse atmosphère. Quand on dit température, sans être plus précis, c'est la température de la basse atmosphère, c'est-à-dire la température à la surface de la Terre, là où nous vivons. Et on distingue en général les données qui sont acquises par des stations météorologiques sur les continents et les données qui sont acquises sur les océans. La courbe noire que vous voyez ici pour les continents et les océans, c'est la courbe moyenne d'évolution de la température telle que croit pouvoir la déterminer ce centre britannique. Vous voyez les graduations sur le côté gauche. On est à 0,2 de degré Celsius entre deux graduations. Vous voyez en couleur les sources d'incertitude dans les mesures de plus en plus anciennes. Il y a de plus en plus d'incertitudes. Vous voyez qu'on connaît moins bien les données de 1850 qui sont à gauche que les données de l'an 2000 qui sont à droite. Une fois que je vous ai dit ça, vous voyez le réchauffement climatique. Vous voyez qu'à cause de l'incertitude sur les continents, on ne voit guère d'évolution de 1850 à 1975 à peu près, mais à partir de 1975, on voit que depuis 30 ans, la température des continents a l'air de monter. La présentation ici rend la chose vertigineuse. Vous voyez que l'amplitude totale est de 0,6 degrés Celsius. Il est évident que c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable d'estimer ou de sentir avec votre corps et avec les capteurs dont la biologie nous a équipés, mais c'est quelque chose de significatif quand on fait une moyenne à l'échelle du globe entier. Ce qui est surprenant, c'est qu'alors qu'on a des centaines de stations météorologiques depuis 150 ans sur les continents et qu'on a une incertitude assez large, ce laboratoire anglais nous dit que dans les océans, l'incertitude est assez large. Ce laboratoire anglais nous dit que dans les océans, vous le voyez, l'incertitude est beaucoup plus faible. Et beaucoup plus faible en 1850. Vous voyez qu'on déterminait la température moyenne des 2/3 de la surface du globe. Je vous rappelle que l'océan, c'est les 2/3 de la surface du globe, avec presque la même précision qu'aujourd'hui avec tous nos satellites et tous nos bateaux qui sillonnent les océans. Et je vous avoue, pour être clair, que ça me laisse absolument pantois, d'autant plus que ces chercheurs ont eu l'honnêteté de montrer sur quel type de données s'appuyaient ces courbes. Alors voilà deux diagrammes un tout petit peu plus compliqués. Le diagramme du haut vous représente le nombre de cellules à la surface de la Terre dans lesquelles on a des données. Comment est-ce qu'ils ont fait cette base de données moyenne? Ils ont découpé la Terre en carrés de 500 km de côté. Dans chaque carré, ils ont regardé s'il passait pour les océans un bateau, et ils ont regardé toutes les données à l'intérieur d'un carré par mois. Donc il suffit qu'il y ait un bateau qui ait jeté un seau d'eau, qui les remonte